Bonjour Cindy, Bonjour Justine. bienvenue pour notre première conversation de Mythe. Donc c'est une chaîne à destination des professionnels de santé ou pour toutes les personnes qui sont intéressées par de l'information pointue en nutrition. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien pour vous et pour nous, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Alors Cindy, tu es diététicienne et hypnothérapeute. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Je suis surtout, avant tout, hypnothérapeute, formée également aux thérapies des comportementales, mais les thérapies des actes, donc les troisième génération, et puis à des thérapies de libération émotionnelle comme l'EFT ou l'EMDR. C'est une cousine de l'EMDR. La diététique, elle est complémentaire pour moi, donc c'est pas mon activité principale. J'ai choisi en fait, de m'y former. C'est surtout, justement pour les prises en charge, dans le cadre de l'hypnose, pour les personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire ou des problèmes avec leur poids. Ok, donc beaucoup de cordes à ton arc. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux qui est l'hyperphagie boulimique. Donc comme tu viens de le dire, c'est quelque chose auquel tu es vraiment souvent confrontée et qui peut aussi avoir une réponse avec l'hypnose. Donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'hyperphagie boulimique ? Donc en fait, on va se référencer à la classification surtout du DSM-5. Donc en fait, c'est un manuel de classification des troubles mentaux. Il faut savoir qu'en fait, l'hyperphagie boulimique est très peu connue. En fait, il est référencé dans ce DSM-5 que depuis 2013. Avant, il y avait uniquement en fait la boulimie et l'anorexie. Donc, pour être hyperphagique, il faut répondre à certains critères, donc du type avoir des compulsions de grosses quantités de nourriture en moins de 2 heures et surtout avoir une notion de perte de contrôle. Puis parmi les éléments suivants, en fait, avoir au moins 3 des caractéristiques, c'est-à-dire manger plus rapidement que la normale, manger des quantités supérieures à ce qu'une personne aurait mangé en ce même temps, donc c'est souvent moins de 2 heures en fait. Manger jusqu'à avoir un très gros inconfort physique, manger souvent seul parce qu'il y a un sentiment de honte et surtout un sentiment de culpabilité. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que d'autres critères, même si on ne répond pas à tous ces critères, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément hyperphagique. Il peut y avoir en fait des formes un peu atypiques. Néanmoins, faut répondre en fait à ces critères pour répondre. Alors ça ne veut pas dire que si on ne répond pas à tous les critères qu'on n'a pas besoin d'aide. Mais d'un point de vue santé mentale, en fait, c'est comme ça que c'est défini. Ok. Est-ce qu'il y a aussi un nombre de fréquences, par exemple ? Est-ce qu'il faut le faire une fois toutes les semaines, avoir des crises comme ça ? Alors, en fait, pareil, pour être diagnostiqué, il faut avoir au moins une crise par semaine pendant 3 mois. D'accord. Il faut savoir qu'il existe aussi, en fait, une sévérité de l'hyperphagie. Alors, je vais dire hyperphagie à la place de hyperphagie boulimie, mais voilà, on se comprend. Je raccourcis simplement. Donc, en anglais, ça s'appelle binge eating disorder. C'est quand même beaucoup plus connu qu'en France. Et en fait, c'est eux qui ont classé en fait les critères de sévérité. Quand c'est 1 à 3 crises par semaine, on est dans du léger. On devient après dans du modéré jusque 8. Et quand ça devient quotidien, on devient dans du sévère, voire très sévère au-dessus de 14. Donc, c'est aussi pour comprendre en fait à quel point cette perte de contrôle peut prendre de la place dans le quotidien et alors avoir des conséquences en fait sur le poids, mais aussi sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur le budget, sur beaucoup de choses. En fait. La vie de couple aussi, j'imagine, puisque ça ne doit pas être simple à gérer non plus pour l'autre personne. Oui. Alors le problème aussi, c'est peu connu parce qu'il y a aussi ce sentiment de honte et de culpabilité, donc on en parle peu. Oui, justement, j'allais te demander, on parle très peu d'hyperphagie boulimique, en effet. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'hyperphagie boulimique et la boulimie ?
Alors en fait, les critères de départ dont je t'ai parlé sont valables dans les deux en fait. Sauf que dans la boulimie pure, il existe des techniques de compensation. Donc c'est sous forme de, par exemple, de purge, avec prise de laxatifs, des vomissements ou des grosses restrictions allant jusqu'à sauter un repas. Alors ça veut pas être, enfin, je nuance un peu mon propos parce que dans l'hyperphagie, il peut avoir quelques restrictions derrière. On va manger plus léger, mais ça ne va pas jusqu'à sauter un repas. Mais les grosses différences, en fait, elles sont là. Et dans les deux, une grosse souffrance et une perte de contrôle. Oui. Ok. Est-ce que tu as l'impression que on en parle moins de l'hyperphagie parce que justement il n'y a pas ces troubles compensatoires, donc on aurait l'impression qu'on sous-estime un petit peu le mal-être en se disant bah je me fais pas vomir, je fais pas du sport à outrance, donc finalement bah, c'est juste de ma faute, je suis pas malade, en fait c'est juste que j'arrive pas à me contrôler. Oui, souvent, en fait, les personnes pensent que c'est une question de volonté, alors qu'en fait, on est vraiment dans un trouble du comportement alimentaire. Vraiment, c'est vrai, il y a vraiment cette notion de perte de contrôle. Et c'est là où il faut vraiment faire comprendre aux personnes que non, ça n'est pas une question de volonté, que c'est vraiment une maladie et qui a besoin en fait de suivi derrière. Et donc, on n'en parle pas surtout par rapport à ça, parce que c'est minimisé et donc, et puis qui a cette culpabilité. Ouais. Ouais. Moi j'avais une patiente qui était hyperphage, mais bah, qui ne savait pas que ça existait. Donc moi, elle appelait ça des crises de bouffe. Et quand je l'avais alertée quand même en lui disant, mais tu sais, peut-être qu'il faudrait que tu te fasses aider, que tu prennes rendez-vous avec un psychologue éventuellement. Elle m'avait dit, mais enfin Justine, je vais quand même pas aller voir un psy pour des crises de bouffe. Tu te rends compte, c'est vraiment pas grave le travail, ils ont déjà assez de travail comme ça. Je vais certainement pas aller consulter pour ces raisons. Donc tu vois, dans l'esprit des gens, à quel point c'est peu connu et c'est vraiment minimisé, quoi. Oui. Ok. Donc, tu as beaucoup parlé du sentiment de honte. Et ça, moi, c'est quelque chose que je retrouve énormément en consultation. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon interrogation suivante. J'ai l'impression que les gens ont honte, ils minimisent. C'est pas pardon. Du coup, c'est pas forcément évident à aborder comme question quand on est professionnel de santé. Est-ce que toi, tu as des questions types ou est-ce que tu as des petits comment dire, des petites choses qui te mettent la puce à l'oreille quand tu es face à un de tes patients qui fait des crises d'hyperphagie, soit qui n'en a pas conscience ou qui n'a pas envie d'en parler. Oui, alors en fait, il existe des questionnaires qui peuvent être utilisés par les diététiciens, alors qui ne servent pas forcément à poser un diagnostic clinique pur et dur, hein, comme pourrait le faire un psychologue, mais qui peuvent quand même en fait donner une indication et mettre des mots. Il y en a plusieurs. Hein, moi, j'utilise surtout le Binge Eating Scale, qui a vraiment des questions par rapport à est-ce que vous avez l'impression de manger sans avoir faim? Est-ce que vous avez l'impression de parfois perdre le contrôle? Est-ce que vous avez des problèmes de gestion d'émotions? Des choses comme ça. Donc ça peut être une aide précieuse et ça peut donner vraiment une puce à l'oreille. Après, quelqu'un, par exemple, que toi tu suis et que tu vois que malgré tout, il n'y a pas de variation de poids ou que la personne continue de prendre du poids ou a cette sensation de culpabilité et de ce besoin de contrôle, c'est vraiment des choses qui peuvent également mettre la puce à l'oreille. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça m'est déjà arrivé. Je pense que j'étais passée à côté, tout simplement. J'avoue, d'une de mes patientes qui ne perdait pas de poids et bah, voilà, qui n'a pas osé le dire à ce moment-là ou qui n'était pas prête à le dire et qui devait faire des crises d'hyperphagie. Et donc, voilà, c'est vrai que il y a ces questions qui peuvent vraiment aider. Moi, je sais que je pose la question en disant parfois, est-ce que tu manges quand tu es toute seule ou est-ce que tu attends que ton conjoint soit parti pour manger? Et ça, parfois, ça peut un peu déclencher le dialogue. Et ah bah oui, c'est vrai que ça peut m'arriver. Et après, tu peux enchaîner sur les autres questions, en fait. Ça ou même lui dire est-ce que tu manges aussi en fonction de tes émotions? Oui. Parce que ça, c'est vraiment la question à aborder. Oui. Enfin, je veux dire, que ce soit dans ma pratique ou dans la tienne. Je pense que voilà. Et puis au moins, ça permettra une écoute, une prise en charge, même si on n'en est pas jusque l'hyperphagie, même si on est dans une forme de grignotage, quand même mettre des mots. Parce que, en fait, la différence entre le grignotage et l'hyperphagie, c'est surtout la notion de quantité. Oui. Mais le grignotage, le vrai grignotage, hein, je ne parle pas le fait de prendre une collation, que les gens peuvent des fois faire ce raccourci. Le vrai grignotage, on mange aussi en fonction en fait, de ses émotions, mais on est dans de moindres quantités. Ouais.
Mais donc le fait de poser cette question par rapport aux émotions, je pense que ça peut être une porte d'entrée. Ouais, intéressant. OK. Est-ce que tu sais si, l'hyperphagie, ça touche plus les femmes que les hommes? Alors, contrairement à la boulimie, l'hyperphagie touche plus les hommes que les femmes. OK. En fait, les femmes ont plus tendance à mettre, justement des comportements compensatoires, en place, le sport à outrance, enfin de Mmh. ce dont je parlais tout à l'heure. Faut savoir qu'aujourd'hui, on estime quand même que 3 à 5 de la population française, souffre de troubles du comportement alimentaire et avec, une prévalence en fait, plus importante pour l'hyperphagie. OK. Donc voilà. Mais les hommes, en fait, sont, contrairement aux autres troubles, du comportement, les hommes sont plus concernés par l'hyperphagie. OK. Eh ben, j'apprends, des choses. Merci beaucoup. Est-ce que tu as, une idée de l'âge? Est-ce qu'il y a un âge charnière, à auquel on peut déclencher des crises? Alors, enfin, c'est plus important dans la tranche, 15 à 40 ans, enfin même 35, mais néanmoins, en fait, il peut y en avoir encore, plus tard, normalement pas avant. D'accord. Les enfants peuvent avoir du grignotage et peuvent avoir aussi, des troubles boulimiques, ou hyperphagiques, mais ça arrive plus au moment de l'adolescence. OK. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que s'il y a des parents ou des enseignants qui nous écoutent, ben, ils peuvent être confrontés, alors du coup à ce genre de comportement. Est-ce que pareil pour les enfants, il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille? Alors le fait, par exemple, que l'enfant, se replie sur lui-même, change de comportement, mange en cachette, a des variations de poids, Mmh. elle a une obsession peut-être au niveau de son image, des choses a un besoin d'un contrôle parfois. Enfin c'est des éléments en fait qui peuvent mettre, la puce à l'oreille, par rapport à ce comportement. OK. J'imagine que plus on agit tôt, plus on a de chances de voir le comportement s'améliorer, tu confirmes? Oui, alors il faut, enfin même la prévention, hein, je veux dire, en parler aujourd'hui, c'est déjà en fait, faire de la prévention. Et oui, parce qu'en plus c'est une maladie chronique en fait qui évolue aussi dans le temps. Donc au plus on agit tôt, au plus on est capable en fait de stopper les crises et de pas rentrer en fait dans une routine, sévère. D'accord. Hem, Imagine un parent, donc voilà, on a dit 15 ans, c'est une période un peu compliquée en général, l'adolescence, donc on peut imaginer que les relations entre les enfants et les parents soient peut-être un peu conflictuelles. Est-ce qu'il y a des professionnels vers qui on peut orienter, la prise en charge? Oui, alors je pense que vraiment dans le problème de l'hyperphagie, il faut vraiment penser pluridisciplinaire. À la fois, le psychologue, à la fois le thérapeute ou psychothérapeute, et le diététicien. Parce qu'on sait que les personnes qui ont tendance à ce trouble, ont des difficultés en fait à voir où elle est la norme et à avoir enfin, ils ont des croyances, limitantes et des interdictions, des restrictions très importantes. Et au plus il y a restriction, au plus on renforce le comportement. Donc il faut qu'il y ait vraiment une prise en charge en fait, qui soit à la fois psychocorporelle, psychique et d'un point de vue diététique. Et donc enfin, faut commencer assez rapidement, les prises en charge pluridisciplinaires, je Ouais. pense. Je te rejoins totalement, je pense que voilà, peut-être que parfois on a l'impression qu'en tant que diététicien, on est suffisamment formé, mais on est bien d'accord qu'il faut absolument travailler en équipe et orienter vers des professionnels vraiment compétents, psychologues, hypnose, enfin ça on va y revenir, mais ouais, OK. Oui, alors justement, en fait, hein, enfin, quand tout à l'heure je parlais de moi, la diététique, elle est venue en second plan. C'est pour amorcer un travail, hein, mais en général, après, j'aime bien qu'il y ait un suivi, en fait, avec un diététicien avec, qui je peux être en relation, hein, on peut travailler en équipe, mais qu'il y a un suivi, en fait, régulier, pour remettre un cadre sans que ce soit rigide, heu et enfin, une prise de conscience qu'il ne faut pas qu'il y ait cette notion de besoin de contrôle et de culpabilité. Justement, alors on parle de prise en charge diététique. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir comme qualité
ou pas forcément comme qualité, mais comme comportement quand on prend en charge des personnes qui peuvent souffrir d'hyperphagie? Alors, il faut faire très attention à ce que la restriction ne soit pas trop importante. Mmh. Si elle est trop importante, en fait, on pourrait renforcer les crises, hein. Donc, il faut que les choses soient on est vraiment dans un rééquilibrage et pas dans un régime. Donc peut-être pas forcément de parler de notion de quantité, en tout cas dans un premier temps, j'imagine? C'est ça, c'est ça et puis, Pas de essayer calories? de remonter. Non, oui, parce Ouais. que ça peut devenir justement un besoin de contrôle et Ouais, obsessionnel. ça va renforcer en fait le trouble, j'imagine? Exactement. OK. Et puis à côté de ça, il faut aussi, qu'il y ait pas d'interdit Mmh. parce que, hem, en fait, l'hyperphagie joue énormément sur tout ce qui est estime de soi et la personne, si elle perd le contrôle et qu'elle mange l'aliment interdit, bah, en fait, tout ça, ça alimente encore l'hyperphagie. Donc je pense que je reviens à ta question, la diététicienne doit quand même être souple, à l'écoute, essayer de changer quelques comportements, essayer de redonner un cadre, mais avec, on va dire souplesse et pondération, quoi. Ouais. Flexibilité, bienveillance aussi, j'imagine, Oui. dans la façon d'aborder les choses, dédramatiser peut-être, bon voilà, s'il y a eu une crise la veille du rendez-vous, vraiment dédramatiser. Alors ce que j'ai déjà pu observer, c'est ce fameux foutu pour foutu. Alors je ne sais pas si ça te parle, mais ça je trouve que c'est assez caractéristique de ces personnes, hein, qui exercent beaucoup trop de contrôle sur leur alimentation et qui se disent: «Allez, je ne mangerai pas de chocolat cette semaine», qui finalement se retrouvent à manger un carré de chocolat, donc quelque chose de tout à fait normal, mais qui se disent dans leur tête: «Bon bah tant pis, de toute façon maintenant j'ai mangé un carré de chocolat, j'avais pas le droit, et bah tant pis, je vais manger la demi-tablette ou la tablette, entière». Oui, oui, ça renforce, en fait, toujours, le comportement alors que, enfin, il y a jamais rien de foutu. Enfin, Tout à fait. c'est le l'équilibre, il est sur la durée, il est pas que Exactement, sur l'instant. et pas sur un repas ou voilà, exactement. OK. Comment se sent une personne qui a fait une crise d'hyperphagie? Alors il y a une réelle souffrance et c'est vraiment ça le problème. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que ça a été, classé dans les troubles mentaux, en fait, hein, il y a une réelle souffrance corporelle, mais aussi psychique, avec, vraiment une sensation, de culpabilité, d'être nul, une mauvaise image de soi, mais aussi une mauvaise estime de soi. Enfin, c'est vraiment compliqué. Il faut savoir que la crise d'hyperphagie, elle se fait en normalement 3 phases. Donc la première phase, en fait, c'est, une forme d'impulsivité où il y a une excitation qui monte. La deuxième phase, c'est quand, il y a l'ingestion, en fait, de cette grosse quantité de nourriture rapidement et la troisième phase, donc c'est la descente aux enfers, où là, il y a cette, notion de culpabilité et tout ça qui peut durer des fois plusieurs jours. Ah oui, Ouais. OK. Moi, j'ai une patiente qui m'a déjà parlé, de 2 petites voix dans sa tête. Je ne sais pas si ça te parle? Elle me dit, «J'ai toujours au-dessus de mon épaule, la mauvaise petite voix et la bonne petite voix», et donc bon voilà, c'est une patiente qui fait des crises d'hyperphagie et qui, disait, que par exemple quand elle sortait, de son travail, elle sait qu'il y a une boulangerie, pas très loin et il va y avoir une sorte de dialogue entre sa petite voix, positive et négative, et qu'elle est contente quand elle a réussi à ne pas écouter la mauvaise petite voix qui lui dit d'aller acheter un pain au chocolat, par exemple. Parce que Oui, ça, c'est un c'est fréquent. conflit interne. Ouais. C'est un conflit interne, bah, qui rejoint aussi cette notion de contrôle. Donc c'est pour ça, qu'il faut qu'il y ait des plaisirs, qu'on puisse avoir enfin, qu'il y ait pas d'interdit. Je pense que tout ça, ça permet d'essayer de lutter contre ces fameuses, Petite voix. dilemmes, on va dire, Ouais, internes et oui, mais c'est quelque chose de fréquent, mais pour beaucoup de comportements, en fait, hein, ouais. Mais je trouvais ça, c'est vrai que c'était intéressant la manière dont c'était imagé, et tu l'as bien dit, c'est le mot conflit, quoi. C'est que ces personnes-là, elles sont en conflit quand même assez permanent, et entre leurs raisons, parce que ce sont des gens sensés, qui connaissent souvent quand même les règles, alimentaires, et cette petite voix un peu, voilà, comme elles appellent les mauvaises petites voix qui vont les pousser à manger des choses, dont elles n'ont même pas spécialement envie, en fait. Et je reviens aussi sur quelque chose par rapport à ta patiente, le soir en sortant du travail. En fait, on s'aperçoit aussi que la fréquence des crises, elle est quand même, souvent en fin de journée, en fait. Parce qu'on se relâche? Parce que c'est la fin de la journée? Parce C'est l'accumulation surtout de toutes les émotions Ah oui.
et qui n'ont pas pu être libérées, qui n'ont pas pu être gérées et en fait, qui conduisent à ce comportement. C'est pas, en fait, par exemple, c'est pas, tout de suite tu vis quelque chose de mal, tu manges. Mmh. Ça peut être un retardement, en fait et donc c'est souvent, en fin de journée. D'accord, donc pas beaucoup de crises le matin, Alors ça peut arriver, hein, surtout, il y a des personnes aussi qui préparent leur crise. parce Enfin qu'elles vont acheter les aliments et puis elles savent, par exemple, que tel jour elles sont toutes seules, donc elles oui, vont pouvoir faire leur crise. ça j'ai Voilà. déjà eu ça aussi, ouais. C'était le samedi. C'est Samedi donc parce que le conjoint est parti et que voilà, elle est toute seule et qu'elle ouais. quand c'est ça, ça peut être le matin, enfin ça peut arriver, mais en termes de fréquence, on peut s'apercevoir, que c'est surtout, c'est souvent en fin de journée ou après dans l'après-midi, c'est plus fréquent. Alors, je fais aussi une distinction en fait, hein, parce il existe aussi des personnes qui mangent la nuit. C'est pas forcément de l'hyperphagie, Oui, mais bon, c'est aussi un trouble, hein, mais c'est pas forcément de l'hyperphagie et aussi on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il existe aussi une hyperphagie prandiale. Donc là où en fait la personne, elle va aussi manger une grosse quantité pendant son repas, mais jusqu'à avoir mal au ventre et en général ça c'est pris en compte, c'est quand il y a une grosse variation de poids. d'accord, donc pas forcément en cachette? Alors ça répond moins à ce critère-là, oui. D'accord. C'est pas le même type, alors ce sera pas la même façon de travailler, hein. Là, ce sera surtout, travailler quand même par rapport aux émotions, mais aussi retravailler par rapport aux besoins physiologiques de satiété, de manger en pleine conscience, des choses comme ça. Mais je pense que dans le métier de diététicienne, c'est quand même intéressant de se poser la question: «Est-ce que vous mangez jusqu'à avoir mal au ventre, même pendant vos repas? Ou est-ce que vous arrivez à vous stopper?» ou D'accord. parce que ça, ils en parlent pas non plus parce qu'ils ont l'impression que parce qu'ils se régalent et qu'ils sont gourmands. Voilà. Alors Oui, qu'on n'est pas dans de la gourmandise non plus. mmh. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent banaliser un petit peu aussi le comportement, dire: «Bah, de toute façon, je suis gourmand, dans ma famille, on était gourmands et puis c'est comme ça, en fait». Ouais, OK. OK, très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu rencontres beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, tu es même spécialisée, là-dedans. Comment tu prends en charge les personnes alors on va imaginer que c'est une personne qui n'a pas du tout conscience qu'elle fait de l'hyperphagie. Donc elle arrive la première fois, dans ton cabinet. Comment tu vas aborder comment la première séance va se passer, par exemple? Donc, on prend l'exemple de quelqu'un justement qui viendrait quand même pour une perte de Oui. poids, heu et mais pour l'hypnose, en fait, hein, donc du coup, mais qui ne m'a pas dit, voilà, j'ai Mmh. des pulsions ou du grignotage ou voilà. En général, en fait, je commence toujours par un entretien pour comprendre, et connaître la personne et je lui demande, quand même d'avoir une idée, en fait, sur son alimentation. Puis, je vais après directement droit au but en lui disant: «Bon, est-ce que vous avez des problèmes, comme je te disais tout à l'heure, pour compenser vos émotions? Est-ce que vous avez tendance à être attiré à ce moment-là par du sucre, par des aliments gras, par des choses comme ça?» Pour essayer de mettre en évidence, en fait, la problématique. Ou je peux passer aussi par, un petit questionnaire à me remplir pour la fois prochaine avec la tenue d'un journal alimentaire. D'accord. Donc après, on passe sur la séance d'hypnose et la séance suivante, si j'arrive à mettre en évidence, vous voyez, là, c'est vraiment des crises d'hyperphagie que vous avez. Je vais mettre en place aussi une sorte de carnet, mais un carnet qui sera, pas uniquement alimentaire, qui sera surtout comment je me sens avant la crise, OK. pendant, après. Avec, différents exercices et différentes techniques, pour en fait avoir pour pouvoir travailler de manière complémentaire sur le comportement, mais complémentaire à l'hypnose. OK, donc la personne, elle repart avec son petit carnet ou elle achète son petit carnet et sa consigne, c'est à chaque fois que tu sens que tu vas faire une crise ou à chaque fois que tu fais une crise, tu prends le temps de noter peut-être Al quelle émotion a été enfin, pourquoi cette crise a été déclenchée, enfin, par quelle émotion, par exemple? alors oui, alors au départ, il faut savoir que c'est souvent après la crise. Oui. Parce qu'en fait, au départ, il y a vraiment cette notion de perte de contrôle et ça, en fait, ça se travaille en allant, en fait, hein. On peut par exemple, utiliser des techniques, donc là, qui sont plus des techniques de thérapie des axes, hein, c'est on va attendre ne serait-ce qu'1 minute avant de faire la crise. Ou on va mettre dans un plateau
tout ce qu'on va D'accord. consommer pendant la crise. C'est aussi pour travailler sur tout ce qui va être conscience, mais le fait d'attendre aussi 1 minute, même si on augmente l'excitabilité, on est quand même capable en fait d'avoir un recul qui est un peu plus important. On reprend quelque part le contrôle Oui. pendant 1 minute. Et ce temps-là, en fait, on va le rallonger progressivement. Et une fois qu'il sera rallongé, on pourra dire, bon, je note dans mon carnet à ce moment-là ce que je ressens. Mais ça, c'est vraiment par étapes. Le fait de visualiser peut-être aussi la quantité, non? Ça va Oui. les aider? Oui. Alors, ça peut aider, mais il faut vraiment là travailler sur que cette personne ne se sente pas coupable, Oui. justement. OK. Mais le plateau, en fait, c'est pareil. Quelque part, c'est quand même une forme de contrôle. Je sais ce que je vais manger. Oui. OK. On peut aussi imaginer que la personne qui est vraiment peut-être dans le déni, finalement se dise: «Bon, bah, allez, aujourd'hui, ça va aller, je vais manger que ça», puis finalement qu'elle retourne dans le placard, parce que ça suffit pas, en fait. Ouais. Oui, oui, il y a vraiment en fait cette notion de prise de conscience, même si après moi avec l'hypnose, je vais travailler au niveau de l'inconscient, mais ça permet quand même d'avoir ce travail en fait qui est complémentaire. OK. Donc en fait, tu mêles plein de techniques différentes, pendant tes consultations, si j'ai bien compris. Ça peut être des petits exercices à faire à la maison avec cette écriture dans le carnet et concrètement, alors quand tu dis, après il y a la séance d'hypnose, qu'est-ce que tu vas travailler? Alors la séance d'hypnose, en fait, bon, je vais sûrement travailler sur la gestion des émotions, s'il y a des choses aussi, des traumas ou des choses à libérer, et également sur tout ce qui va être image corporelle, estime de soi, mais aussi sur tout ce qui est comportement proprement dit, en fait. Parce qu'en fait, on ancre entre guillemets des comportements, et je vais aussi travailler en fait sur tout ce qui va être croyances limitantes. D'accord. Est-ce que tu as pu observer, dans ton expérience que l'hyperphagie, c'est souvent ou pas lié à un traumatisme? Je peux, C'est difficile de bah, certains oui, enfin je veux dire, mais je peux pas faire une généralité. D'accord. Donc on peut très bien déclencher des crises d'hyperphagie sans avoir, eu de trauma, dans l'enfance ou de choses, traumatiques, récentes, quoi? Oui, hein, le fait qu'il y ait ce problème de gestion d'émotions et ce problème d'estime de soi, enfin je veux dire, c'est pas forcément Mmh. toujours lié à un trauma. Après c'est sûr que, il y a certains traumas qu'on retrouve, plus que d'autres. Tout ce qui est agression sexuelle, deuil, bon, Mmh. ça donne une prédisposition, mais il y a pas que ça, en fait, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui même, on s'aperçoit que même génétiquement, on voit des prédispositions, qui se dessinent, en fait. D'accord, ah j'ignorais ça. On est encore, en fait, dans le début de la découverte, mais enfin, bon, alors, il y a 2 écoles, hein. Il y a des écoles qui disent que, les TCA sont des addictions, d'autres disent que non, hein. Enfin, il D'accord. y a un dilemme entre les psys, ils sont pas tous d'accord là-dessus. Bon. OK. Néanmoins, en fait, il faut savoir qu'il y a une zone, dans le cerveau pour les addictions, qui, génétiquement, en fait, est programmée. Alors ça veut pas dire que parce qu'on est programmé, on va la développer, mais on peut avoir une Mmh. prédisposition, génétique qui existe, en fait. OK. OK. Alors donc tes prises en charge, elles sont toujours uniques, forcément, puisqu'il faut que tu t'adaptes, pardon, à ce qu'on va te dire. Donc tu peux alors à la fois travailler sur le trauma si tu sens qu'il y a un trauma, donc ça tu vas le travailler avec l'hypnose aussi, j'imagine? Oui, l'hypnose ou la libération émotionnelle ou pareil, hein, je fais pas non plus toujours tout toute seule, hein, je travaille aussi en équipe avec des psychologues, avec, d'autres diététiciens, enfin, voilà. Mais oui, s'il y a un trauma ou même le comportement en lui-même, heu, bon, j'ai un fort penchant, on va dire, par rapport à l'hypnose. OK. On parle souvent des TCC, Oui. donc la thérapie cognitivo-comportementale. Tu as dit en introduction que c'était aussi quelque chose que tu peux proposer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors moi, c'est surtout donc il y a plusieurs types de TCC, hein, il y a plusieurs générations. Donc moi, c'est la thérapie des actes. Donc là, c'est une forme de TCC, donc c'est la dernière génération, et en fait, elle passe surtout par, l'acceptation, en premier lieu, en fait, pour pouvoir, travailler, en fait, sur le comportement. D'accord, donc l'acceptation, que la personne reconnaisse qu'elle a une maladie
Et l'acceptation de ça, l'acceptation de ses émotions. Donc, c'est surtout, en fait, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te parlais du carnet. Donc, c'est, bon, qu'est-ce que je ressens avant la crise, pendant, après. Les personnes, en fait, vont souvent avoir un problème pour mettre des mots, MOT, sur leurs mots, MAUX. Mhm. Alors, ils vont te dire, je suis en colère. Mais ça veut dire quoi en colère? Ou je suis triste. Ok, vous êtes triste. Et en fait, finalement, tu continues de poser des questions pour que finalement, ils te disent, bah non, c'est un sentiment d'abandon, par exemple, que j'ai. Ou c'est un sentiment de vide. Pour vraiment, en fait, poser des mots et être du coup dans l'acceptation du ressenti pour pouvoir travailler. Et c'est pareil, il y a aussi une phase d'acceptation du poids. L'acceptation de cette image corporelle, l'acceptation en fait de soi euh, à travailler en fait par cette thérapie des actes. Donc, comme tout à l'heure je te disais, c'est avec poser les choses et les accepter, les entre guillemets les accueillir et après pouvoir les changer. Ok. Concrètement, alors quand tu vas utiliser cette thérapie, comment ça va se passer? Donc, je reviens sur mon carnet. Donc, à ce moment-là, je me suis sentie comme ça. Et donc, tu continues de verbaliser en disant et vous vous êtes senti comme ça. Et tu essaies en fait de dire est-ce que par le passé, vous vous étiez déjà senti comme ça? Et est-ce que cette nourriture, à ce moment-là, vous a soulagé? Enfin, c'est vraiment de mettre vraiment les mots. C'est vraiment en fait une thérapie des mots, en fait, entre guillemets, d'acceptation et de prise de conscience par rapport à ce qui a déclenché en fait la crise. Une fois qu'on a eu ça, bon, on peut essayer en fait de changer des petites choses en mettant des petits objectifs. Et peut-être leur proposer une alternative en disant, bon, voilà, peut-être qu'à ce moment-là, tu aurais pu, je sais pas, aller Appeler une copine. marcher, appeler une copine, prendre un bain, lire un livre, Oui. j'imagine, ce genre Oui. de choses. Ok. Exactement. Ok. Oui, parce que, alors, même si on est dans de la thérapie consciente, il faut savoir que l'inconscient n'aime pas le vide. Donc, s'il doit changer un comportement, il faut qu'il trouve une substitution quelque part pour pas revenir à un moment ou à un autre sur ce comportement. Ok. Quelle place tu donnes au sport dans tout ça? Moi, j'estime que c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Hein, donc, Est-ce que tu remarques que ça fonctionne avec tes patients? oui. Ouais. Alors, je peux le conseiller et le conseiller même pour cette gestion d'émotions, cette gestion du stress. Voilà. Après, tout le monde n'accroche pas, hein, mais si la santé le permet et si physiquement c'est possible, ouais, c'est quelque chose que je peux proposer. Ça, ou aussi la méditation. Ah oui. Tu conseillerais quoi comme sport comme ça, une personne qui vient de voir, qui n'est pas spécialement sportive La marche. La marche, ouais. Moi, c'est ce que je fais aussi, ouais. La marche qui est accessible justement à beaucoup de monde et on sait que ça a des bienfaits à tout niveau en fait. Hein. Ouais. Tout à fait. C'est pas cher, on peut le faire en partant de chez soi. Ouais, ok. Ok. Tu nous as parlé aussi de MDR. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? Puis, est-ce que c'est pertinent dans la prise en charge justement de l'hyperphagie? Alors en fait le MDR, donc Eighth Movement Desensitization Reaction, en fait c'est vraiment c'est une technique en fait. Donc moi je reviens là-dessus, c'est une cousine de l'EMDR parce que l'EMDR est réglementé en fait en termes de pratique en France. D'accord. C'est normalement réservé aux psychologues et aux psychiatres, mais il faut savoir qu'il existe des techniques associées qui sont l'IMO, ou moi la technique en fait qui allie à la fois en fait l'EMDR et l'EFT. D'accord. Donc en fait, c'est une technique qui permet de. Il faut savoir que dans le cerveau, en fait, on encode tout avec nos yeux. Mhm. Tous nos souvenirs sont encodés avec nos yeux. Et donc, il y a eu une théorie qui a été faite comme quoi si on fait les mouvements, en fait, on désactive, Ouais. on déprogramme, entre guillemets, en fait, l'encodage qui a été fait. Donc, ça n'efface pas, par exemple, un traumatisme, mais ça permet d'avoir moins de sensations physiques et moins de réactions incontrôlées, en fait, par rapport au trauma. D'accord, donc ça peut aussi être utile. Ça peut aussi être utile, oui. Ouais. Et l'EFT, alors? Alors l'EFT, en fait, là, en fait, c'est une technique où on met des mots justement MOT sur les mots MAUX en appuyant en fait sur des points de méridien. Alors, je trouve que c'est encore plus adapté parce que justement, on a cette mise de mots
Donc moi, souvent, j'associe les deux, hein, de toute façon, même dans les traumas. Mais l'EFT est encore plus adapté, en fait, par rapport à l'hyperphagie. Et c'est une technique, en plus, qu'on peut enseigner, que la personne peut travailler de manière autonome, euh, justement pour libérer ses émotions et éviter, en fait, de les manger. D'accord. Donc quand tu dis qu'il y a des points sur lesquels appuyer, et tu as dit que ça associait la parole, donc il faut Ah, taper sur ces points et parler en même temps? oui, alors donc en fait, par exemple, en dessous de la main, tu as ce qu'on appelle le point karaté. Donc en fait, par exemple, on va dire, je te donne un exemple, j'ai des crises d'hyperphagie, je me sens vide, je me sens mal, mais je m'accepte comme je suis et j'accepte de changer. Et donc on va répéter cette phrase-là plusieurs fois et après on va faire une chaîne avec différents points en disant, par exemple, je me sens, énorme, je me sens enfin heu, ou je suis en colère, je me sens vide, je me sens seule, enfin, vraiment mettre des mots sur ce qu'on ressent à ce moment-là. Ok, c'est super C'est vraiment de intéressant. la libération émotionnelle. Mhm. J'imagine que voilà, quand tu as un patient qui vient, probablement qu'il te dira que c'est pour perdre du poids. Toi, tu vas te rendre compte qu'il y a un travail à mener en amont. Euh, donc voilà, très clairement, il faudra dire à notre patient, écoutez, la priorité, pour le moment, ça ne va pas être la perte de poids, ça va être de travailler sur vos traumas, sur vos émotions, sur voilà, ce qui peut être le cas chez cette personne. J'imagine que c'est quelque chose que tu leur dis, Oui. qui est peut-être pas forcément facile à accepter pour eux au départ, Ah oui, parce qu'en fait, une personne, elle vient, avec son elle vient mal-être de et puis elle poids, vient te souvent. voir pour, que tu lui apportes une solution par rapport à ce qu'elle te demande, en fait, hein. Donc hem, mais oui, enfin, mais c'est comme quand quelqu'un vient me voir, pour arrêter de fumer. S'il y a autre chose avant, enfin, le but, c'est pas de le mettre en échec, justement. Complètement. Donc, je pose les choses. Après, bon, si la personne, elle me dit non, bah, je veux travailler quand même mon poids, je respecte sa demande, mais je pointe du doigt, en fait, que ça aurait peut-être été préférable de se libérer, en fait, un peu, de ces kilos émotionnels, heu, avant de travailler sur le changement de comportement proprement dit. Ouais. Donc ça, c'est important de le dire pour les professionnels qui vont nous écouter, de bien recentrer les priorités et de ne pas hésiter à dire à son patient, écoutez, je peux vous aider. Ça va se faire en équipe, donc il faut accepter aussi que la personne aille voir d'autres professionnels et surtout de dire, soyez pas surpris si vous ne perdez pas de kilos dans les premières semaines ou dans les premiers mois. Ça, c'est important quand même de, de le rappeler et d'être suffisamment à l'aise pour... il faut être sûr de soi quand même aussi, parce que c'est pas évident quand quelqu'un vient nous voir, dire, je veux absolument perdre du poids, de lui dire, mais d'accord, je vais vous aider, mais accepter aussi que ça se fera pas du jour au lendemain en fait. Ah oui, après c'est pas toujours entendu, hein, Ouais. mais enfin voilà, moi je pense qu'il faut quand même, on est là pour apporter, du mieux à la personne et donc je pense qu'il faut rester en accord avec, son diagnostic et ses valeurs et sa façon de travailler, enfin Mhm. et puis peut-être que la personne du coup, reviendra pas la fois d'après, mais ça aura cheminé et Oui, vous la reverrez peut-être on la reverra peut-être ouais. dans 2 ans Ça a parce mis une qu'elle aura petite pris. graine C'est ça. qui a fait son chemin. Ok. On parlait d'équipes pluridisciplinaires avec qui tu travailles, toi, par exemple. Alors, donc avec, psychologue, diététicien et parfois même psychiatre. Ok. Donc essentiellement. Après, depuis peu, avec quelqu'un aussi qui fait un peu d'art-thérapie, Oui. et c'est vraiment, vraiment, vraiment complémentaire. Ouais. Donc l'art-thérapie, on précise, c'est... Alors Vas-y, je t'en oui, prie. donc en fait, c'est l'utilisation, De son alors corps. de son corps, ça peut être, mais ça peut aussi être de l'art-thérapie, Peinture, par qui voilà. exemple. Oui. Mais ça permet de se réconcilier surtout avec son corps. Donc, l'utilisation de son corps, ça peut être sous forme de danse. D'accord. Donc, les personnes, en fait, se reconnectent avec leur corps, avec leurs sensations ou, en fait, par rapport à la peinture, ça peut être, pour pouvoir, en fait, exprimer une émotion qu'on n'arrive pas justement à mettre en mots. On l'exprime d'une autre manière. Ok. Ok. Donc vraiment ne pas hésiter à se renseigner dans notre région, par exemple, des personnes, des psychologues, des hypnothérapeutes qui prennent en charge
les patients qui ont de l'hyperphagie pour vraiment travailler en alliance, en collaboration en fait. Toi, tu arrives à avoir des retours des psychologues avec qui tu bosses? Oui. Oui. Oui, oui, franchement, pour ça, alors on peut pas faire une généralité, hein, mais il y a vraiment quand même, on voit quand même qu'on est tous dans l'intérêt du patient et que, bon, toujours avec la demande de l'autorisation du patient, hein, mais je trouve que au contraire, il a conscience qu'on en a plus dans 2 têtes que dans une et qu'on est tous dans la même démarche et que ça va être complémentaire. OK. Est-ce que tu sais, alors j'imagine qu'on ne peut pas généraliser non plus, mais combien de temps ça peut prendre pour, guérir de l'hyperphagie? Alors c'est difficile de te répondre à cette question parce que comme je te disais, comme c'est une maladie qui est chronique, je pense que si elle est installée depuis, 15 ans et que tu es en hyperphagie sévère, ce sera sûrement plus long que quelqu'un, qui vient de rentrer, en fait, de basculer, on va dire, dans l'hyperphagie. Néanmoins, on peut quand même avoir déjà des améliorations, heu, dès quelques mois. Après, toujours d'après, le DSM-5, en fait, on est considéré en rémission partielle, quand il y a pas eu, quand il y a eu qu'une crise, par mois depuis, plusieurs mois, en fait. D'accord. Ou, et en rémission totale quand il y a pas eu de crise du tout depuis plusieurs mois. Mais, on reste quand même sur une maladie chronique, donc il faut rester vigilant, en fait. OK. Pas hésiter à dire à nos patients de revenir si, ils sentent que voilà, ils ont tendance à peut-être replonger, à refaire une crise et que voilà, il faut aussi peut-être dédiaboliser ça, se dire: «Bah, ouais, parce que tu penses que tu es guéri, que tu peux pas rechuter de temps en temps comme un enfant qui apprend à marcher, et qui tombe de temps en temps» et que voilà, ça peut valoir la peine de revenir, même si c'est de manière, assez occasionnelle, hein. Ça peut peut-être être une seule fois ou 2, pas forcément repartir sur quelque chose de très long. Je trouve que c'est important aussi de l'expliquer ça. Oui, oui, j'ai des gens qui m'ont déjà dit qu'en fait on restait, j'ai une patiente qui m'a dit: Tu restes les petits trous du vélo». Ah oui, les petits trous du vélo, Alors, ouais. quand, Bien comme image. le chemin est moins sinueux, on peut en enlever, mais si on sent que, on repère l'équilibre, on remet la petite roue en fait, temporairement, quoi. Oui et ça, c'est vrai que je trouve que on y arrive de plus en plus, mais les gens ont du mal à demander de l'aide, hein, en général et donc ouais, c'est quand même super chouette, quoi, quand les gens, acceptent ça, bon, c'est Ouais, qu'on a bien bossé quand même. complètement. Mais bon, donc pour revenir quand même à ta question en termes de temps, c'est vraiment difficile à répondre parce que comme, elle est multifactorielle en fait, la cause hyperphagique, hein, donc heu, il faut vraiment, bien dénouer, le sac de nœuds pour être sûr qu'on s'en soit sorti et ça veut pas dire que parce qu'on perd du poids, qu'on en est sorti. Tout à fait. Surtout, enfin, je reviens par rapport à ça, dans le problème hyperphagique, il y a souvent une prise de poids vu qu'il y a pas les comportements compensatoires, mais chez les boulimiques, des fois, il y a pas de variation de poids tellement, en fait, leurs techniques de compensation sont efficaces et bon, faut quand même, faut vraiment être sûr que ce soit le comportement qui soit qu'on s'en soit débarrassé et de manière efficace plutôt que, pardon, je recommence. Faut vraiment être sûr, en fait, on se soit vraiment débarrassé du comportement et que ce soit ça l'objectif, primordial atteint pour pouvoir perdre du poids, en fait. Est-ce qu'on peut, varier? Tu penses qu'on peut être, hyperphage et boulimique? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Ça existe ça? Oui, oui, Ouais. oui. En fait, à un moment, les personnes peuvent, bon, lâcher, en fait, on va dire un peu les techniques, de compensation, et passer d'un à l'autre, en fait. Ouais. Donc vraiment, ouais, voilà, la perte de poids, c'est pas du tout un indicateur, quoi, parce que ça veut peut-être simplement dire que la personne, elle se fait vomir. Oui, ou qu'elle, Du tombe sport, dans la bigorexie ouais. ou enfin, Donc bigorexie, on rappelle, c'est donc c'est là une addiction, on va dire, au sport. on n'est pas concerné du tout. OK. Ça marche, beh, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que, tu as des petits conseils, des petits tips à donner aux professionnels qui nous écoutent?
Donc, je te mettrai quelques documents en fait, Je hein, vais mettre qui peuvent, enfin, il peut y avoir en fait des infos qu'on peut laisser traîner, vous voyez, dans la salle d'attente. Tiens, ah tiens, les signes de TCA, ça va permettre en fait aux personnes de se dire, bah mince, finalement, je rentre peut-être dans quelques cases, je m'y retrouve. J'ai assez souvent des personnes qui, quand ils voient mon flyer, ils me disent, j'ai plein de trucs sur lesquels je peux venir vous consulter. Et donc, ça peut être déjà ça. Après, ça peut être la mise en place en fait de ce carnet alimentaire. Enfin, pas au sens noter que ce que je mange, associer en fait l'émotion qui est à côté, associer aussi la notion de plaisir. Parce il faut faire la différence entre je me fais plaisir ou j'ai une crise en fait de compulsion en fait, hein, c'est vraiment deux choses différentes. Donc ça, c'est des techniques. Le fameux cahier en fait, c'est vraiment quelque chose que je conseille en fait, hein, par rapport à ça. Et des exercices d'apprendre même à faire un exercice avec son patient, à apprendre à manger en pleine conscience. D'accord. Comment tu ferais Alors ça? donc ça, c'est quelque chose qu'on va instaurer au cabinet. Donc par exemple, on va offrir un petit chocolat à la personne. Donc moi, j'en mangerai en même temps, comme ça Bien évite que sûr. la personne se sente coupable. Donc, et on va lui demander, en fait, avant de le manger, de l'observer, de le sentir, de sentir comment on se sent à ce moment-là. On le regarde, enfin, on travaille sur vraiment les différents sens, plus après, en fait, on le met dans la bouche, on le laisse rouler sur la langue, et en fait, on essaie de se concentrer sur ce qu'on ressent, même quand on l'avale. D'accord. Donc vraiment, d'identifier cette notion de goût, d'odeur, enfin, de sensation et je l'imagine même aller jusque dans mon estomac. Donc vraiment travailler sur ça. Et c'est quelque chose qui est intéressant de refaire après chez soi, Oui. euh, même autour de l'assiette. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça en place au moment d'une crise. Mais le fait d'apprendre à manger en pleine conscience, en fait, la personne, elle se reconnecte aussi avec ses vrais besoins. Elle apprend à différencier la vraie faim de la faim émotionnelle. Parce que des fois, ce sont les émotions qui sont interprétées comme une sensation de faim, alors que c'était tout simplement une angoisse. Toutes ces techniques, ça permet vraiment de se reconnecter. Donc, c'est ce genre de choses en fait que je conseillerais. OK. Et inversement, une personne peut avoir vraiment faim parce qu'il y a simplement un déséquilibre dans son alimentation, qu'elle mange pas assez de protéines, par exemple. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, là-dessus. Ouais. D'où Alors, l'intérêt d'où de l'intérêt de la place du bien sûr, diététicien dans la prise en charge. de Pour qu'il restructurer un petit peu, sans parler de calories, de quantité, ouais, Oui, mais d'équilibre et de besoin. bien sûr, ouais. OK. Parce que la faim, en fait, elle est, représentée comme quelque chose de négatif. Alors que la faim, elle est normale, c'est un besoin vital. Besoin Enfin, d'énergie, oui, bien sûr. mais donc, c'est des petites choses que je pourrais conseiller, en fait. OK. Ça, et je te parlais aussi de la méditation. Ouais, Il existe même des applications ouais, spécialisées, en fait, dans la méditation pour la diététique. OK, et ben, on mettra toutes ces infos, dans la description, comme ça, les gens pourront s'y référer, pardon. On n'a pas parlé de l'entourage. Est-ce que tu inclus l'entourage des patients dans la réussite, dans leur suivi? Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Après, il faut quand même l'autorisation du patient, hein, parce que souvent, il y a cette notion de honte. Donc, souvent, la famille n'est pas forcément au courant. Euh, Même quand je suis des ados, en fait, hein, le secret, en fait, reste secret s'ils ne décident pas D'en parler? d'en parler. Mais néanmoins, en fait, oui, une fois qu'on a dédiabolisé, on va dire, le comportement et montrer que c'était vraiment une maladie, heu, l'entourage peut être une ressource fondamentale. Et puis, ça peut permettre aussi de faire prendre conscience, par exemple, qu'il faut pas que les personnes continuent de culpabiliser, ou renvoyer sur des images négatives du poids, enfin des Ouais, choses comme ça. Franchement, si on peut avoir l'entourage, ça peut être un appui vraiment intéressant, quoi. ouais, donc c'est à double tranchant, parce qu'en effet, il faut que l'entourage soit bienveillant et ne fasse pas de remarques ou de commentaires sur le poids ou sur les quantités non plus. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop insistant non plus, parce que s'il y a une crise qui est sur le point de se passer, de ne pas interdire de manger, j'imagine que ça n'a pas
trop d'intérêt. Oui, c'est une erreur en fait, hein, C'est une par erreur, exemple, ouais. de ne pas acheter pour, Voilà. voilà, ou de enfin, je pense à un petit garçon que j'avais, il fermait les placards à clé pour pas qu'il ait de crise, enfin un ado et Faut trouver de la nourriture autre part, bah, on est bien bien d'accord. sûr et ou alors quand il bah, du coup, quand il allait chez sa grand-mère, c'était, La fête. oui, bah, faire la fête, oui et non, parce Ouais. qu'en fait, il y avait vraiment un mal-être physique, hein, mais donc non, c'est pas la solution de mettre sous clé, d'interdire et encore moins, oui, de faire des remarques, «Tu manges encore? Tu te resserres?» enfin, non, faut vraiment pas être dans cette culpabilité. Mmh. OK. Bah, écoute Cindy, merci beaucoup. Merci C'était à toi. super intéressant, très concret. Je pense que voilà, on a plein d'outils, là, dont on vient de parler, dont on peut se servir super facilement. Un carnet, c'est vraiment hyper simple à mettre en place. Il y a cette idée de plateau aussi qui est intéressante. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de travailler en équipe puisque bien qu'on soit formé au TCA, donc aux troubles du comportement alimentaire en tant que diététicien, voilà, tu l'as bien dit, s'il y a des traumatismes, il faudra aller creuser à un moment et c'est pas la place du diététicien de le faire. On peut travailler avec l'hypnose qui est apparemment super efficace aussi, les TCC, l'EFT, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à mettre en place. Donc le conseil, c'est quand même de dire au professionnel de ne pas rester seul dans son coin et d'agir dans l'intérêt du patient. Parce que forcément, plus il y aura de personnes prêtes à l'aider, bah, plus ça peut aller vite. Donc merci beaucoup pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors donc, moi j'ai mon cabinet avec, ma maman avec qui je suis associée sur Isbergues, Ouais, dans le et Pas-de-Calais. dans le Pas-de-Calais et j'ai aussi mon école de formation sur l'île. Voilà, mais pour les consultations, ce sera surtout sur Isbergues, au cabinet, en fait. Donc, j'ai une page Facebook, Oui, hein, donc Cindy Favier et le logo, ça ressemble à une spirale, hypnotique d'accord, on mettra aussi l'adresse dans la description. et puis j'ai aussi un site internet, qui explique un petit peu les différentes techniques, qu'on utilise. D'accord, OK, super. On rappelle, qu'il y a des numéros de téléphone qu'on peut utiliser si on s'est reconnu dans cet épisode ou si on pense qu'on souffre de troubles du comportement alimentaire. Donc c'est la ligne téléphonique anorexie, boulimie, info, écoute au 0810 037 037. Il y a aussi un annuaire, donc on en parlait tout à l'heure en off, un annuaire, national qu'on peut retrouver en ligne, FFAB. Donc là, c'est où on va retrouver tous les centres, qui peuvent gérer, les troubles du comportement alimentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Oui, faut pas hésiter aussi à en parler aujourd'hui à son médecin généraliste Oui. qui, peut aussi orienter, en fait, vers les, les professionnels adaptés. OK, super. Eh bien, un grand merci. Merci à toi, Justine.